Bienvenue à tous dans Monsieur Mystique Horror Stories. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous raconte 10 histoires terrifiantes des Appalaches. Ces anecdotes vous rappelleront pourquoi certaines routes de cette région sont strictement interdites à la circulation de nuit. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo avec vos amis. Dites-nous d'où vous la regardez. Merci à tous. C'est parti. Histoire 1. Tout a commencé avec un boulot temporaire que mon oncle m'avait trouvé. Un travail saisonnier non déclaré, pour aider à inspecter des propriétés dans les profondeurs de l'Est du Kentucky. Il avait un pote qui dirigeait une minuscule entreprise de construction. Il s'occupait surtout de l'entretien de cabanes de chasse abandonnées, dispersées au fin fond des collines des Appalaches. Chaque automne, avant que la neige ne s'installe, ils envoyaient quelqu'un vérifier physiquement les cabanes, s'assurer que les toits n'étaient pas effondrés, que personne n'avait forcé l'entrée, qu'il n'y avait ni trace de pourriture ni de ratons laveurs grignotant l'isolation. Des trucs basiques. Le salaire était meilleur qu'on ne l'aurait cru, vu l'isolement des lieux. Et le meilleur ? Pas besoin de parler à grand monde. À l'époque, je traversais une drôle de période. J'étais à bout, pas vraiment d'humeur à discuter ou à supporter la foule. Alors quand ils m'ont tendu les clés, les formulaires d'inspection, une carte essence et les clés d'un vieux pick-up de l'entreprise, je les ai pris sans hésiter une seconde. Le dossier était épais, peut-être 30 cabanes en tout. Chaque clé était accrochée à une étiquette métallique estampillée du numéro de la cabane et du nom du ruisseau ou du sentier le plus proche, cabane 1, cabane 2, cabane 3. La plupart n'étaient accessibles que par de vieilles routes de gravier qui serpentaient dans les montagnes comme si elles avaient peur d'être découvertes. Pas de réseau. Pas de panneaux, juste de la terre, des arbres, et de temps en temps une boîte aux lettres plantée dans un fossé comme une pierre tombale. Certaines cabanes étaient en surprenant bon état. D'autres n'étaient plus que 4 murs penchés et un toit troué comme une passoire. J'étais habitué à la vie rurale, alors rien de tout ça ne m'a vraiment impressionné. Au 4e jour, j'avais déjà coché 12 cabanes sans rien de notable à signaler. Un peu de moisissure ici, des charnières desserrées là. Des crottes de ratons laveurs dans un coin. Rien d'exceptionnel. Puis est venue la numéro 13. L'étiquette disait Hawthorne Creek 4. Aucun panneau n'indiquait le tournant. Juste un poteau de bois ébréché, penché sur le côté, sa peinture presque effacée par le temps. J'ai ralenti et garé le camion près d'une barrière de fil barbelé rouillé, affaissé. Le fil pendait comme une corde mouillée entre des poteaux oxydés. Pas de cadenas, pas de chaîne, juste assez ouvert pour inviter les curieux, et assez fermé pour ressembler à un défi. J'ai coupé le moteur, glissé les clés dans ma poche et suis sorti. L'air était vif et sec. Tout autour de moi, les arbres se pressaient, leurs branches nues s'entrechoquant comme des os dans une boîte de conserve. J'ai enjambé la barrière. Un sentier à peine visible, mais praticable, usé par le temps plus que par les pas des hommes. Il montait en pente douce, en courbe paresseuse. Il m'a fallu peut-être 10 minutes pour atteindre le sommet. La cabane se trouvait dans une clairière peu profonde, comme si elle essayait de basculer en arrière dans la colline. Un revêtement sombre et usé par les intempéries. Une fenêtre condamnée. Une cheminée en métal rouillé, comme du sang séché coulant sur les bardeaux. Ça n'avait pas l'air effrayant, juste négligé. Oublié. J'ai frappé. Sans savoir pourquoi. Un réflexe, je suppose. Puis j'ai déverrouillé la porte et suis entré. L'endroit était minuscule. Une seule pièce. La poussière si épaisse qu'elle adoucissait les angles de tout. Il y avait un lit de camp, un poêle, et quelques étagères fixées de travers au mur. Rien ne semblait déranger. Pas même l'impression d'un vandalisme. Juste figé dans le temps. Sauf l'air. L'air était mauvais. Pas moisi, pas pourri. Juste trop immobile, comme si l'air avait oublié comment bouger. Il semblait plus lourd près du sol, plus froid dans les coins. J'ai essayé de l'ignorer, me concentrant sur le travail, cochant les cases, toit intact, fenêtres sécurisées, traces d'intrusion animale. Aucune. Puis j'ai remarqué une porte étroite dans le coin arrière, entrebâillée. Je me suis approché, une main glissant instinctivement vers le multi-outil accroché à ma ceinture. À l'intérieur, ce n'était pas un placard. Enfin, si, mais pas dans le sens normal du terme. L'espace entier, du sol au plafond, était rempli de bocaux en verre empilés avec soin, rangés par taille,
puis par étiquette. Des dizaines. Certains pas plus grands que des pots à bébé, d'autres de la taille de bocaux à cornichons, chacun rempli d'un liquide jaunâtre trouble. Chacun soigneusement étiqueté d'une écriture manuscrite fanée et précise, poumons, cuisses, vertèbres, oreilles, cuir chevelu. Je me souviens d'avoir vu un étiqueté lit de l'ongle. Un autre disait dents canines. Certains bocaux contenaient des morceaux d'os. D'autres des fragments de peau enroulés comme des feuilles mouillées, des cheveux encore accrochés aux parois. Ils n'étaient pas jetés là comme des déchets. Ils étaient organisés, méticuleusement, groupés par régions, membres inférieurs, membres supérieurs, organes internes, visages. C'était comme entrer dans une exposition de musée conçue par quelqu'un qui n'aurait jamais dû approcher des humains. Je me suis dit que c'était vieux. Un truc de taxidermie illégale de l'arrière-pays. Peut-être un biologiste amateur avec un hobby malsain. Ce n'était pas légal, mais ce n'était pas récent. C'est ce que je me suis répété encore et encore. Pourtant, j'ai pris une photo. Une seule, prise rapidement, comme si j'avais peur que l'appareil ne capte plus que ce que je voulais. Puis j'ai refermé la porte, coché la case sur le formulaire, plus pour occuper mes mains que par nécessité, et suis sorti. Mais le sentier avait changé. Plus subtil, plus étroit. Les arbres s'étaient rapprochés, leurs branches plus basses qu'avant, comme s'ils avaient poussé vers le bas en 10 minutes. J'ai marché, essayant d'ignorer la tension qui me tiraillait l'échine. Le sentier tournait mal, la colline penchait dans une autre direction. J'ai accéléré le pas, puis couru. J'aurais dû voir la barrière, le camion, le fil barbelé rouillé, mais il n'y avait que plus d'arbres, plus de broussailles, l'air plus lourd. Les sons semblaient étouffés, comme si je marchais sous l'eau. Pas d'oiseaux, pas de craquement de feuilles sous mes pieds, juste un silence plat. Je me suis retourné, espérant retracer mes pas jusqu'à la cabane et recommencer. Essayer encore sous un autre angle. La clairière est réapparue, mais quelque chose m'a glacé. La porte de la cabane était ouverte. Je savais l'avoir fermée. J'avais entendu le déclic de la targette. À l'intérieur, les bocaux n'étaient plus dans le placard. Ils étaient sortis, soigneusement alignés sur le rebord de la fenêtre, regroupés près du poêle, imposés bien au milieu du lit de camp. Et maintenant, il y en avait plus. Des dizaines de plus. Peut-être le double qu'avant. Les étiquettes n'étaient plus fanées. Elles étaient fraîches, écrites en traits épais et sombres, fémur, poignet, palais. Et au centre, comme une pièce maîtresse sur une table de dîner grotesque, un bocal étiqueté fiente. C'était le seul non scellé. Une partie du liquide avait coulé sur le côté et imprégné la caisse en dessous, laissant une auréole pâle, presque huileuse. L'odeur n'était pas âcre, pas pourrie, juste, fausse, comme quelque chose de trop ancien pour avoir un nom. Je n'ai rien touché. Je n'ai pas parlé. Je n'ai même pas respiré pendant quelques secondes. J'ai reculé vers la porte, décroché ma radio de ma hanche et appuyé sur le bouton d'appel. Des parasites. Aucune voix. Aucun grésillement. Juste un long bourdonnement régulier, comme le son d'un écran laissé allumé dans une pièce vide. Je me suis retourné et j'ai marché. Sans courir. Pas encore. Je ne voulais pas me sentir comme une proie. Mais j'ai accéléré. J'ai poussé à travers les branches. Je suis tombé une fois. Mon genou a heurté une racine enterrée. Je ne me suis pas arrêté. J'ai continué jusqu'à ce que je le voie. L'éclat du métal. Mon camion, là où je l'avais laissé. J'ai presque cru que mes yeux me trompaient. Il avait l'air trop propre, trop immobile. Mais j'ai couru. J'ai couvert les derniers mètres comme si mes jambes ne m'appartenaient plus. La portière du conducteur était verrouillée. Ça m'a surpris. Je ne verrouillais jamais la portière pendant les tournées d'inspection, mais les clés étaient dans ma poche. Je l'ai déverrouillée, l'ai ouverte d'un coup sec et me suis jeté à l'intérieur. Et c'est là que je l'ai vue. Le bocal, posé bien droit au milieu du tableau de bord, de forme carrée, sans condensation, comme s'il venait d'être placé là quelques secondes plus tôt. L'étiquette était claire, de la même écriture. J'ai fixé le bocal pendant un long moment, sans bouger, sans respirer. Puis j'ai tourné la clé. Le moteur a démarré. J'ai passé la marche arrière et reculé sans regarder. Le gravier a crissé sous les pneus comme s'il essayait de me retenir. Je n'ai pas arrêté de conduire. Pas pour les virages. Pas pour le bruit dans la banquette arrière.
Pas même quand j'ai cru voir quelque chose bouger dans le rétroviseur. J'ai roulé pendant plus d'une heure avant qu'une autre voiture ne me croise en sens inverse. Mon réseau est revenu. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon oncle. Je lui ai dit que je me sentais malade. Que je n'allais pas terminer le boulot. Je n'ai pas donné de détails. Je n'ai pas mentionné la photo. Je n'ai pas rendu les clés ni le porte-document. Je suis rentré directement chez moi. Sans m'arrêter une seule fois. Histoire 2. Le boulot m'est venu par un gars nommé Vince, que j'avais rencontré une fois dans un magasin de bricolage à Barlow. Il a dit qu'ils avaient besoin d'aide pour dégager des sentiers sur un terrain privé, un boulot saisonnier, payé en cash sous la table. Il a griffonné un numéro sur un ticket de caisse, m'a dit de demander Ménard et a ajouté que j'aimerais l'isolement si je n'étais pas du genre nerveux. Je ne l'étais pas. Enfin, je ne le pensais pas. C'était la fin septembre, presque octobre, et je vivais dans ma voiture depuis quelques mois après avoir quitté un boulot dans un entrepôt. Ça me semblait être une pause, un peu d'espace. Du temps pour réfléchir. La réserve n'était pas vraiment annoncée. Pas de site web, pas de brochure, juste une adresse griffonnée au dos d'une vieille carte routière pliée, qui semblait plus âgée que moi. Quand j'y suis arrivé, ça ne semblait même pas réel. L'entrée était une grille rouillée, enchaînée de manière lâche, cachée au bout d'une route de gravier sinueuse, à l'écart de la route 27. Un panneau en contreplaqué pendait de travers, peint à la main avec des lettres blanches écaillées, réserve naturelle de Black Hollow, accès autorisé uniquement. La cabane du départ des sentiers se trouvait juste derrière la grille, petite, peut-être 12x12 pieds, avec un toit tordu et un porche qui s'affaissait comme s'il n'avait pas été foulé depuis des années. Ménard était là. Cheveux gris, gilet réfléchissant, des mains comme du cuir craquelé. Il n'a pas dit grand-chose, juste demandé si j'avais une machette. J'ai hoché la tête. Il m'a tendu une vieille carte topographique, une radio bidirectionnelle qui semblait venir d'un magasin de prêt sur gage, et m'a indiqué par où commencer. Section 3. Il a pris soin de tracer un grand X rouge sur un endroit marqué Pingulch. Restez loin de là-bas, a-t-il dit, comme si c'était la seule règle qui valait la peine d'être répétée. Le sol est instable. Si vous vous perdez là-dedans, personne ne viendra vous chercher. J'ai hoché la tête à nouveau. Il n'a pas souri. Il s'est juste retourné et est rentré. J'ai garé ma voiture près de la cabane et enfilé mon sac à dos. Une bâche, de la nourriture, de l'eau, des piles de rechange, un couteau. Tout semblait bien. J'aimais être seul dans les bois. Toujours aimé. C'était calme, prévisible à sa manière. Le sentier était étroit mais praticable, jonché de branches tombées et d'aiguilles de pin anciennes. Tous les quelques centaines de mètres, il y avait un poteau en bois avec un numéro gravé et une éclaboussure de peinture rouge pour marquer le chemin d'entretien. C'est comme ça qu'il nous empêchait de nous égarer. Suivre la peinture, garder les numéros en augmentation, facile. J'ai marché pendant environ 3 heures avant d'atteindre le point de campement. Ce n'était qu'une parcelle de terre dégagée entourée d'arbres, avec un cercle de feu brisé et un vieux banc pourrissant dans le sol. Pas de plateforme, pas d'abri, juste le ciel ouvert et des feuilles mortes. J'ai posé mon sac, tendu la bâche entre 2 arbres et commencé à ramasser du bois. L'air avait cette odeur sèche et friable de l'automne. Pas d'oiseaux, cependant. Pas d'insectes non plus, juste le vent, les feuilles et le craquement lointain des arbres se frottant les uns contre les autres. Le dîner était ce que je pouvais faire bouillir dans une tasse, des nouilles instantanées, une barre de granola, un morceau de pain de maïs durci dans ma boîte à gants. J'ai mâché lentement, assis en tailleur avec le feu crépitant entre moi et le sentier. J'avais disposé mon équipement par habitude, le couteau à portée de main, les bottes près de la bâche, la lampe frontale attachée au sac, tout là où je pouvais l'attraper rapidement si quelque chose rôdait. Et puis quelque chose est arrivé. Ça a commencé petit. Un léger plouf, à peine plus fort qu'un cône de pain tombé derrière moi. Peut-être à 3 ou 4 mètres. Je me suis figé, la dernière bouchée de pain de maïs à mi-chemin de ma bouche. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Je me suis retourné lentement. Rien. Juste des ombres et des broussailles. Je me suis levé et j'ai fait un tour lent autour du camp, écrasant des feuilles sous mes bottes. Rien ne bougeait, pas d'yeux, pas de souffle. J'ai haussé les épaules et me suis rassis. C'est alors que je l'ai remarqué, bien au centre de mon tissu de table. Une petite pierre, ronde, lisse, trop propre.
Je ne l'avais pas vue plus tôt, et je l'aurais remarqué. Elle était pile au centre, là où j'avais posé ma cuillère. Je l'ai ramassée. Elle était chaude. Pas chaude de soleil, chaude de main. Le genre de chaleur qui ne vient pas de traîner par terre. J'ai balayé la pente derrière moi du regard. Pas d'empreinte, pas de branche cassée, mais l'ambiance avait changé, comme si quelque chose attendait de voir ce que j'allais faire. J'ai ajouté du bois au feu et ajusté ma position, cette fois avec le dos contre un arbre au lieu de l'espace ouvert. J'ai accroché mon couteau à ma ceinture, gardé ma lampe allumée et me suis dit que ce n'était rien. Peut-être qu'elle avait roulé d'en haut. Peut-être que je l'avais kické plus tôt sans m'en rendre compte. Les mensonges rationnels sont faciles dans le noir. Dormir, en revanche, ne l'était pas. Je me suis allongé sous la bâche avec un œil ouvert, le cœur battant un peu plus vite que je ne l'aurais voulu. Chaque bruit me semblait personnel. Chaque rafale de vent me faisait me raidir. À un moment, après minuit, j'ai somnolé. Puis je l'ai entendu à nouveau, cette fois plus fort. Pas un seul plouf. Une série de bruissements lents et délibérés. 1, 2, 3. Arrêt. Puis à nouveau, sous un autre angle. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas un animal. C'était trop lent. Trop intentionnel. J'ai tendu la main vers ma lampe frontale. Elle n'était plus là. Ça m'a redressé d'un coup. Mon équipement était exactement là où je l'avais laissé. La lampe accrochée au sommet de mon sac. Le couteau à ma hanche droite. Les bottes à mes pieds. Maintenant, la lampe avait disparu. Et une de mes bottes avait été traînée à quelques mètres sur le côté. J'ai attrapé ma lampe de secours, l'ai allumée et balayé la zone avec le faisceau. La lumière a accroché quelque chose à la lisière de la clairière. Ma lampe frontale, toujours allumée, posée bien droite dans les feuilles, brillant faiblement sous les arbres, comme si quelqu'un l'avait déposée là avec douceur, juste assez loin pour que je doive venir la chercher. Je me suis approché, les genoux raides, la respiration superficielle. Je l'ai ramassée. Toujours chaude. Toujours allumée. Rien d'autre. Pas de mouvement, pas de bruit. Je me suis retourné en faisant un cercle complet. Pas d'empreinte, pas de branche cassée, juste moi debout dans un cercle de silence, tenant ma propre lampe volée. Après ça, j'ai tout rapproché du feu. Tout disposé bien en évidence dans la lumière. Je me suis assis là, le couteau dans une main, la lampe dans l'autre, à attendre. Ça n'a pas pris longtemps. Les pas ont commencé peut-être une demi-heure plus tard, juste en dehors de la lueur du feu. Mesuré. Sourd. Trop lourd pour un animal. Trop calme pour une personne qui ne voulait pas être vue. Ils ont fait le tour du camp, d'abord à une vingtaine de mètres. Puis plus près, toujours juste hors de vue. J'ai crié, rien. J'ai lancé une branche dans les bois. Les pas se sont arrêtés, puis ont repris, au même rythme, comme si celui qui marchait avait anticipé ma réaction et s'en moquait. Je n'ai plus dormi. Je suis resté assis jusqu'à ce que le feu s'effondre en cendres blanches. À un moment, je dois m'être endormi assis. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil était levé et tout était immobile. Pas de son, pas d'oiseaux, pas d'insectes, juste ce silence mort, sans poids. J'ai tout emballé en moins de 5 minutes. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas vérifié la carte, j'ai juste commencé à marcher. Le sentier semblait faux. Le premier marqueur avait disparu. Le deuxième était là, mais tourné à l'envers. Quelqu'un avait recouvert le numéro original de peinture rouge et retourné la flèche dans le mauvais sens. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de réseau. Le GPS ne faisait que bégayer, comme si j'étais dans une zone morte. Finalement, j'ai trouvé la bonne bifurcation, mais ça m'a pris des heures de plus que prévu. Quand j'ai enfin revu la cabane du ranger, j'ai failli pleurer. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste déverrouillé ma voiture avec des mains tremblantes et conduit. Je n'ai même pas changé de chemise. Juste continué jusqu'à ce que je voie un panneau pour Bellepoint et me gare sur le parking du premier dîner que j'ai trouvé. Garé, assis dans la banquette, commandé un café, et attendu que les tremblements s'arrêtent. Ça m'a pris un moment pour aller aux toilettes. Quand je l'ai fait, je l'ai vu sur la lunette arrière de ma voiture, dessiné dans la couche de poussière de montagne. Un symbole, un cercle parfait avec une ligne verticale au centre. Je l'ai reconnu. Le même que le X rouge sur la carte.
Le même symbole que Pin Gulch. Je suis allé directement à un lavage auto, j'ai frotté la vitre jusqu'à ce que mes jointures deviennent rouges. Tout ce temps, je n'ai pas pu me débarrasser de l'impression que quelqu'un se tenait dans les arbres, juste au-delà de la route, à regarder, à attendre. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais ces mêmes pas lents à nouveau. Le même rythme, la même cadence. Le lendemain matin, j'ai vérifié les forums. Des sites de randonneurs, des forums de camping, des fils Reddit locaux. Rien sur le symbole, rien sur les marqueurs de sentiers manquants ou les panneaux retournés. Juste des avertissements vagues de ne pas s'écarter de la boucle principale. Puis j'ai reçu un message d'un compte jetable. Il a dit qu'il avait travaillé là-bas. Qu'il n'avait tenu que 4 jours. C'est tout. Pas de nom, pas de suite. Le compte a été supprimé le lendemain matin. J'ai essayé d'envoyer un email à la réserve. Pas de réponse. Même le numéro de Ménard est devenu injoignable. 2 semaines ont passé. Puis un matin, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres, blanche et sans marque. Pas de timbre, pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une photo imprimée sur papier glacé. C'était moi, assis près du feu, penché en avant, tenant cette petite pierre lisse. La photo avait été prise depuis les bois, peut-être à 6 mètres derrière moi. L'angle était parfait. Cadre net. Pas de flou, pas de mouvement. Juste moi et l'obscurité derrière moi. Pas noire. Épaisse. Je n'ai jamais parlé de ce voyage à personne. Histoire 3. Mon service à la station forestière a commencé avant l'aube. Cette heure morte et étrange où le monde semble encore hésiter entre le réveil et le sommeil. J'ai garé ma voiture sur le parking avec un thermos de café tiède et mon sac d'équipement habituel qui cliquetait sur le siège passager. Début novembre signifiait moins de randonneurs, moins d'appels, et beaucoup plus de silence. Le genre de silence qui n'est pas paisible, juste immobile. Ce matin-là, le registre des appels contenait une entrée étrange. Juste une seule transmission radio. Une voix de femme, faible mais concentrée, hors sentier. Je ne vois plus la ligne. Répondez, s'il vous plaît. C'était tout. L'enregistrement datait de 4h03 du matin et s'était répété une fois avant de s'interrompre définitivement. On reçoit parfois des appels fantômes, des transmissions parasites qui rebondissent sur les tours, mais celle-ci était trop nette pour être ignorée. Elle était accompagnée de coordonnées, larguées droit dans une zone de forêt que nous n'utilisions presque plus. Une section que nous laissions généralement tranquille, sauf pour des exercices d'entraînement ou des tests de brûlage contrôlés. Pas de sentier public, pas de patrouille régulière. Normalement, j'aurais transmis ça au central et attendu. Mais l'endroit se trouvait à seulement quelques kilomètres de ma grille habituelle, et honnêtement, le silence commençait à me démanger. J'ai imprimé les coordonnées, jeté quelques fournitures supplémentaires dans mon sac, et pris la route jusqu'à ce qu'un chemin de service devienne trop étroit et que je doive me garer devant une vieille grille rouillée. Derrière la grille, le chemin se rétrécissait en quelque chose qui n'était plus tout à fait un sentier. Toujours praticable, mais à peine. J'ai dû me baisser sous les branches, contourner des flaques de boue, et vérifier ma boussole toutes les quelques minutes pour rester sur la bonne voie. Un brouillard épais et immobile stagnait dans les creux entre les collines. Il étouffait tout. Même les oiseaux s'étaient tus. Je continuais à écouter la transmission dans mon casque. La voix de cette femme était coincée dans ma tête. Elle ne semblait pas paniquer, juste déterminée, comme si elle avait déjà répété ces mots 100 fois. C'était le genre de calme qu'on entend juste avant que quelqu'un n'abandonne. Après quelques heures, le terrain a commencé à s'incliner plus fortement, et j'ai dû ralentir. C'est là que j'ai trouvé le premier indice, une empreinte de botte, fraîche et petite, imprimée dans la mousse près d'un vieux tronc d'arbre tordu. À côté, un morceau de sangle déchiré, jaune vif, effiloché sur les bords. Une sangle de sac à dos, sans aucun doute. Je l'ai mise dans un sac, marqué l'emplacement, et essayé de contacter la base par radio. Rien. La ligne a grésillé une fois, puis s'est éteinte. J'ai changé de fréquence. Toujours rien. J'ai sorti mon téléphone. Pas de réseau. Ça n'avait aucun sens. J'étais toujours dans la zone de couverture. J'avais reçu des messages au début du sentier. J'ai même agité le téléphone comme un idiot, au cas où. Toujours mort.
Je me suis retourné pour rebrousser chemin, mais le sentier par lequel j'étais arrivé avait disparu. Comme complètement. Les feuilles avaient bougé, d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être que je n'avais jamais suivi un vrai sentier. Je suis resté planté là une longue seconde, regardant dans toutes les directions et essayant de me souvenir des repères que j'avais croisés, mais tout semblait identique maintenant. Des arbres, du brouillard, encore des arbres. Je me suis accroupi, et sorti ma boussole et ma carte pour me repérer, et l'aiguille de la boussole tremblait comme si elle était nerveuse. Elle ne cessait de osciller du nord à l'est, puis a commencé à faire des tours lents et complets. Je l'ai tapotée. Rien. Je l'ai recalibrée, elle a continué à tourner. Au début, j'ai ri. Juste un petit rire gêné, bon, d'accord. Mais après quelques minutes à regarder cette aiguille faire sa petite danse, mon estomac a commencé à se nouer. J'ai attaché un morceau de ruban orange de signalisation à la branche la plus proche et j'ai choisi une direction à l'ouest, d'après l'endroit où je pensais être entré. J'ai continué à marcher, marquant ma progression toutes les quelques minutes. Puis, près d'une heure plus tard, je suis entré dans une clairière et j'ai vu ce même tronc moussu, cette même empreinte de botte, cette même sangle jaune à moitié enterrée dans la terre. J'ai pensé que j'avais peut-être fait un cercle par accident, alors j'ai vérifié les marques que j'avais laissées. Rien. Pas de ruban, pas d'empreinte, pas de sentier derrière moi. J'aurais juré avoir marché en ligne droite, mais la forêt autour de moi semblait se moquer des lignes droites. La lumière avait aussi changé. Ce n'était pas vraiment plus sombre. Ça semblait juste plus terne, comme si le soleil était derrière quelque chose d'épais, même s'il n'y avait pas de nuages. Ma montre indiquait qu'il n'était que l'après-midi, mais tout autour de moi avait l'air d'un crépuscule avancé. J'ai abandonné l'idée de retrouver mon chemin et j'ai commencé à préparer un campement. J'ai tendu ma bâche entre deux arbres, sorti la balise radio d'urgence et rationné l'eau. J'ai allumé la balise et l'ai laissé pulser. Un petit bip. Puis sa voix à nouveau. La même que sur l'enregistrement, mais plus claire cette fois. Ne continue pas à marcher, a-t-elle dit. J'ai essayé. Ça ne fait que tourner en boucle. Elle avait l'air calme, comme si elle partageait un conseil d'expérience. J'ai demandé son nom, même si je savais que c'était inutile. La réponse s'est coupée à moitié, brouillée par les parasites, j'ai attrapé une syllabe, peut-être marin. Peut-être marin, mais rien de plus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. La balise s'est rallumée toute seule au moins 3 fois. Je l'ai éteinte à chaque fois, et à chaque fois elle s'est rallumée d'elle-même. À chaque fois, elle laissait une nouvelle entrée dans mon GPS, prétendant que j'avais bougé de plusieurs kilomètres, alors que je n'avais pas quitté ma bâche. Je l'ai enveloppée dans du papier aluminium, au cas où quelque chose interférerait avec le signal. Ça n'a rien changé. À l'aube, 12 nouvelles entrées étaient apparues. Je me déplaçais plus lentement maintenant. Je ne faisais plus confiance à la direction. Je ne faisais plus confiance à mon équipement. Je ne faisais plus confiance au terrain. En fin de matinée, je suis tombé sur une clairière que je n'avais jamais vue auparavant. Au début, j'ai cru que c'était l'un de nos anciens camps d'entraînement. Nous organisions parfois des exercices aussi loin, mais rien ici ne semblait récent. Une tente verte pour 2 personnes, à moitié effondrée. Une couverture de survie argentée toujours tendue entre 2 arbres. À l'intérieur de la tente, des vêtements pliés avec trop de soin. Un chapelet enroulé 2 fois autour d'une paire de chaussettes roulées. 2 briquets vides. Un carnet noir. Je l'ai ouvert. Sur la première page, à l'encre bleu pâle, était écrit le nom marin. Les entrées datées de juillet, sans année, juste juillet. Mais d'après le style et l'état du papier, il était là depuis un moment. La dernière note disait « Dites-lui que je suis resté là où on m'a dit de rester ». Je suis sorti de la tente avec précaution. Quelque chose dans ce campement semblait intact, mais pas abandonné. Préservé. Observé. Puis j'ai remarqué 2 cercles de feu. L'un avait les bords noirs et croûtés de l'ancienne suie. L'autre semblait frais, la cendre humide, grise au lieu de noir, encore tiède quand j'ai approché ma main au-dessus. Aucune empreinte autour. Aucune trace de traînée, juste posée là comme si quelqu'un l'avait éteint et avait reculé dans le néant. J'ai sorti mon GPS pour marquer l'emplacement. Il a bugué. L'écran a clignoté, s'est éteint, puis s'est rallumé avec un long délai. Quand il est revenu, la date sur l'interface indiquait le 14 octobre, dans 2 ans. Je l'ai redémarré,
corriger manuellement la date. Il a clignoté à nouveau, puis s'est éteint pour de bon. Quand j'ai relevé la tête, la couverture argentée avait disparu. La tente était toujours là, mais le sol en dessous semblait différent, comme s'il venait d'être aplani, frais, plat, sans indentation là où je m'étais agenouillé quelques minutes plus tôt. Je me suis retourné pour partir. J'ai vu un mouvement, juste un éclair sur ma droite, une silhouette. Pas en train de marcher, pas en train de se balancer, juste debout, parfaitement immobile. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Rien, seulement un étroit sentier là où il n'y en avait pas avant. Je l'ai pris. Les arbres se sont espacés, la canopée s'est éclaircie, et enfin j'ai vu la vallée, et là elle était, le toit de la station des Rangers attrapant la lumière du soleil comme un signal de détresse. J'ai failli m'étouffer de soulagement. Puis la radio a grésillé. Sa voix à nouveau, proche et claire. Tu me verras quand tu arrêteras de marcher. Je me suis arrêté, et retenu mon souffle, me suis retourné à 3 mètres, une autre tente, même modèle, même couleur. Même couverture argentée attachée exactement de la même manière. Rabat ouvert. À l'intérieur, mon équipement, mon propre sac. Ma gourde à moitié pleine maintenant. Mon carnet ouvert à une page blanche. Ma radio toujours en transmission. Je les ai attrapés et j'ai couru. Je n'ai pas réfléchi, je ne me suis pas retourné. J'ai déchiré les branches, glissé sur des pentes boueuses, me suis coupé la jambe sur un rocher que je n'avais pas vu venir. Mais je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que mes bottes touchent le gravier. La route était là. Mon camion aussi. Je suis monté, et claqué la portière, et je ne me suis pas bougé pendant 5 bonnes minutes. La radio du tableau de bord a grésillé une fois, juste un petit crack de parasite, et c'est tu. De retour au poste, l'horloge était déréglée. 1 heure d'avance, mon superviseur avait l'air troublé quand je suis entré. Il a dit que j'avais disparu depuis près de 24 heures. Le journal de bord de mon camion ne montrait aucun mouvement. Mon téléphone n'avait jamais capté d'antenne. Ils m'ont demandé où j'étais allé. Tout ce que j'ai dit, c'est « je ne suis pas sûr ». Le lendemain matin, les secours sont partis en utilisant mes coordonnées. Ils n'ont rien trouvé. Pas de tente, pas de couverture, pas de cercle de feu, rien sauf 2 séries d'empreintes de bottes, toutes les 2 miennes. Une série allait vers l'ouest, l'autre vers l'est. J'ai rédigé le rapport, les signé, les classé. Avant de partir, j'ai vérifié le registre radio de la station. Le message original était toujours là, toujours en boucle. Sauf que maintenant, l'horodatage indiquait le 14 octobre de l'année prochaine. Je l'ai effacé, tout éteint, verrouillé la station, conduit jusqu'à ce que j'atteigne le belvédère, garé sur la crête, et je ne suis pas revenu. Histoire 4. Mon service à la station des Rangers a commencé à 18 h. À cette heure-là, les montagnes étaient déjà plongées dans l'obscurité. Ce genre d'obscurité tombe vite en octobre. Pas d'avertissement, pas de spectacle de coucher de soleil, juste disparu. Les Appalaches deviennent étrangement silencieuses à cette période de l'année. Pas paisibles, juste lourdes. Comme si les collines retenaient quelque chose. Les touristes étaient encore là, bien sûr, chassant les dernières couleurs, s'arrêtant au belvédère, posant toujours les mêmes 5 questions sur les feuilles. Mais après le coucher du soleil, le parc se vide rapidement. Plus de voitures sur les parkings, plus de voix sur les sentiers, juste les arbres, l'air, et ce qui ne craint pas d'être seul là-bas. Cette nuit-là, je n'étais même pas censé être de service. Ben avait annulé à la dernière minute, intoxication alimentaire ou peut-être juste épuisement. J'habite près, alors j'ai dit au central que je couvrirais. Ils m'ont assigné Miller S. Ridge. C'est une boucle que nous fermons généralement après le Labor Day. Trop érodé, trop raide par endroits, et pas de réception téléphonique nulle part. Mais la clé de la barrière était toujours accrochée à son crochet. Alors j'ai attrapé une lampe torche, une trousse de premiers secours à peine remplie, et une radio qui aurait tout aussi bien pu être un presse-papier. La dernière entrée dans le registre datait de 3 nuits plus tôt. Vérification de routine. Aucune activité. J'ai garé le camion au début du sentier et suis sorti. Il faisait déjà froid. Pas de manière dramatique. Juste ce genre de froid sournois qui s'infiltre dans vos manches avant que vous ne vous en rendiez compte. J'ai verrouillé le camion, noté mon heure de départ, et j'ai mis le pied sur le sentier. C'est un chemin étroit, inégal par endroits,
et surtout oublier une fois l'été terminé. Il y a des sections où les racines s'entrelacent sur le sentier comme des côtes. D'autres endroits où la pente mord dans vos jambes juste assez pour vous rappeler que vous ne rajeunissez pas. Après 15 minutes, je l'ai vu. Une lueur orange pâle sur la gauche. Un feu de camp, ou du moins ce qu'il en restait. Il était petit, s'éteignant, mais définitivement pas encore froid, ce qui signifiait que quelqu'un était passé par ici récemment. Aucun permis n'avait été délivré pour cette zone. Pas depuis des semaines. J'ai suivi la fumée. Elle n'était pas épaisse, juste cette traînée fine et âcre de bois brûlé accroché à l'humidité. La clairière n'était pas grande, probablement pas même naturelle. Ça ressemblait plus à un endroit où quelqu'un avait arraché les broussailles à la main. Un cercle de feu fait de pierres de rivière, fumant encore légèrement. Un vieux sac à dos taché appuyé contre une souche. Les fermetures éclairs rouillées à moitié ouvertes. À côté, un sac de couchage enroulé comme un insecte mort. Raide, graisseux, comme s'il n'avait pas vu une machine à laver depuis l'administration Clinton. Et à côté de ça, planté droit dans la terre, un couteau de cuisine. Pas un outil ou une lame de bushcraft, juste un couteau de cuisine standard à double tranchant. Le genre que vous utiliseriez pour couper des carottes. Sauf que celui-ci semblait avoir coupé autre chose. Je me suis accroupi, éclairant la clairière avec ma lampe. Le couteau a scintillé, plus propre qu'il n'aurait dû l'être. C'est là que je l'ai dit. Et, service du parc. Vous n'êtes pas en difficulté, mais vous ne pouvez pas camper ici pour la nuit. D'abord, le silence. Puis, de quelque part au-delà des arbres, haut, doux, pas menaçant, juste présent, un homme est entré dans le faisceau de ma lampe torche. La trentaine, peut-être. C'était difficile à dire. Son visage était émacié, avec ce regard creusé qui vient de trop de nuit en plein air. La peau pâle, tendue sur sa mâchoire comme du parchemin. Il a levé les mains un peu, paume vers l'extérieur. « Je ne voulais pas vous faire peur », a-t-il dit. « Je suis juste en train de me reposer. Je marche depuis longtemps. J'avais besoin de m'arrêter quelque part de calme. » Je lui ai demandé son permis. Il a souri. À peine. Je ne pensais pas en avoir besoin. La plupart de cet endroit n'est plus vraiment un parc, de toute façon. Ça m'a fait un déclic dans le cerveau. Qu'est-ce que vous voulez dire par plus vraiment? Il a regardé autour de lui, comme s'il étudiait les arbres eux-mêmes. Vous ne les entendez pas, a-t-il demandé. Je lui ai répondu, non. Il a hoché la tête. Alors vous êtes encore nouveau. Ma radio a grésillé une fois, juste une rafale de parasites, puis s'est éteinte à nouveau. J'ai appuyé sur le bouton, j'ai essayé de passer l'appel. Rien. Il m'a observé calmement, comme s'il s'y attendait. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas rester, que nous allions retourner ensemble et régler les arrangements le matin. Il a fait un hochement de tête lent, mais puis a dit, vous devriez dire aux autres d'arrêter de me suivre. J'ai marqué une pause. Quels autres? Il a pointé derrière moi, vers le sentier de la crête. Ceux qui prétendent, a-t-il dit. Ils suivent des gens comme vous. Ceux qui marchent seuls. Il s'est approché et cette fois, j'ai remarqué. Ses pieds ne faisaient aucun bruit. Des feuilles et des brindilles tout autour, mais pas un seul craquement. Il a souri à nouveau. Pas malveillant. Pas amical non plus. On ne peut pas toujours dire qui est réel, a-t-il dit. Il faut vérifier. Il faut regarder en dessous. Ses yeux se sont posés sur le couteau. J'ai suivi son regard. Il a ri doucement. Pas pour vous. Vous êtes encore entier. Mais certains changent quand le soleil est parti. La peau ne tient plus comme il faut. Quelque chose de froid a coulé le long de mon dos. J'ai proposé d'appeler quelqu'un. Il a secoué la tête. Je ne peux pas retourner en ville. Ils m'y attendent. J'ai demandé qui. Il a regardé au-delà de moi, vers la ligne noire des arbres. Ils ont construit la ville de travers. Ils ont oublié ceux qui dormaient en dessous. La manière dont il l'a dit, ce n'était pas délirant. Ce n'était pas un radotage. Juste une vérité plate. J'ai reculé d'un pas. Ses yeux m'ont suivi. Vous pensez que je suis fou, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Il s'est accroupi, a touché la terre près du couteau, la caressant comme si c'était quelque chose de familier. Fou,
C'est juste ce qu'il vous appelle avant que vous ne commenciez à changer, a-t-il dit. Puis, doucement, presque gentiment, vous devriez partir avant qu'il ne vous remarque. Je lui ai demandé s'il resterait là. Pour l'instant, a-t-il dit. J'aime quand quelqu'un de nouveau me trouve. Ça me rappelle à quoi ressemblent les vrais visages. Je me suis retourné, j'ai commencé à marcher, je ne l'ai pas entendu me suivre. Je n'avais pas besoin de le faire. Je pouvais sentir ses yeux sur moi jusqu'à ce que le sentier tourne et brise la ligne de vue. Puis j'ai couru. Les branches fouettaient mes bras. Ma respiration s'accrochait dans le froid. Quand j'ai atteint le camion, mes mains tremblaient trop pour tourner les clés. Je les ai laissées tomber 2 fois. Finalement, je suis entré, j'ai tout verrouillé, j'ai démarré le moteur, et j'ai réessayé la radio. Des parasites. Puis, juste un instant, une voix. La même. Salut. Puis le silence. J'ai quitté le parc comme si quelque chose me poursuivait. Les phares bondissaient sur des arbres qui semblaient trop serrés, comme s'ils avaient bougé pendant mon absence. Quand j'ai atteint la route principale, mon téléphone s'est allumé. Appel manqué, notification du central. J'ai dit que j'allais bien. J'ai dit que c'était des interférences. Je n'ai pas mentionné l'homme. Je n'ai pas mentionné le couteau. Je n'ai pas mentionné ce qu'il avait dit sur la peau qui se décolle. Le lendemain matin, j'en ai parlé à ma superviseure quand même. Elle a envoyé une équipe à Miller S. Ridge. Ils ont trouvé la clairière encore tiède, mais pas de sac de couchage, pas de couteau, juste une série d'empreintes de pas menant vers la crête. Le problème, c'est que la crête se termine en un glissement de terrain. Une chute verticale de 12 mètres. Pas de garde-fou, pas d'avertissement, juste des rochers et des racines. La trace s'arrêtait net au bord. Aucune trace de chute. Aucune marque de traînée. Juste arrêté. Ils l'ont classé comme une observation de sans-abri. Aucune autre mesure. Mais chaque année depuis, quand je fais cette boucle, il y a un cercle de feu dans cette même clairière. Toujours frais, toujours tiède, jamais en train de brûler. Une année, une boîte de haricots était posée à côté des pierres, ouverte, vide, propre comme si elle avait été rincée. Une autre année, j'ai trouvé des empreintes, les miennes et celles de quelqu'un d'autre, faisant le tour du cercle. 2 fois, puis debout côte à côte. Le mois dernier, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné, rien. Puis, juste au-delà des arbres, une lumière de lanterne vacillante, se déplaçant lentement, lentement. Elle s'est figée quand je me suis figé, puis s'est éteinte. Avant-hier, en rentrant en ville après la patrouille, je l'ai revue. Même visage, même allure, marchant sur le bas-côté comme si rien n'avait changé. Il a levé une main, pas pour saluer, juste pour me reconnaître. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas regardé 2 fois. Mais dans le rétroviseur, il y avait autre chose. Derrière le camion, à la même vitesse, ne courant pas, juste suivant le rythme. Même quand la route a tourné, même quand les arbres sont devenus épais à nouveau, ça n'a jamais reculé, n'a jamais rompu sa foulée, juste marché d'un pas régulier comme si chaque courbe était gravée dans sa mémoire. Quand j'ai atteint le dîner, je me suis garé sous le réverbère et je suis resté là jusqu'à l'aube. Histoire 5. Je m'appelle Mara. Quand j'ai enfin verrouillé le dîner cette nuit-là, l'horloge au-dessus de la caisse venait de dépasser minuit. C'était une de ces longues nuits d'octobre où le temps s'étire, où tout semble un peu plus lent que d'habitude. Ici, dans les montagnes, octobre traîne toujours en longueur, plus froid que ce que les touristes imaginent, même ceux qui croient être prêts. Ils viennent pour les couleurs, le brouillard, les photos avec des villes minières en ruine qui ont l'air hantées même en plein jour. Ils ne réalisent pas à quel point les collines s'enfoncent une fois que les dernières lumières s'éteignent. J'ai essuyé les comptoirs une dernière fois, tourné la clé dans la serrure, et suis sorti sur le parking derrière le dîner. L'air avait cette froideur piquante qui colle aux vêtements. Le pick-up de Tyler était garé sous le sol réverbère, le genre qui bourdonne plus fort qu'il n'éclaire. Léa était perchée sur le haillon, faisant claquer son briquet comme une mauvaise habitude. Ils ont tous les deux levé les yeux quand ils m'ont vu. Tyler a souri, ce sourire stupide qu'il avait toujours quand il était sur le point de faire quelque chose de reckless, et a dit « Allons quelque part de mieux que ça ». Il nous a parlé d'un vieux hôpital à moitié sur la crête. Il a dit que son oncle chassait là-haut quand il était gamin. Apparemment, un glissement de terrain avait fermé l'endroit des décennies plus tôt, ensevelissant la moitié du bâtiment.
Il n'était pas sûr que quelqu'un soit mort, mais il l'a dit comme si ça rendait l'histoire plus intéressante. Il a promis qu'il y avait une glacière de bière à l'arrière et une vue parfaite sur toute la vallée une fois qu'on aurait atteint le sommet. J'aurais dû rentrer chez moi. Je le savais même à ce moment-là, mais il était tard, le dîner sentait le gras et l'eau de Javel, et l'idée d'une autre nuit silencieuse dans mon appartement me semblait insupportable. Alors j'ai juste haussé les épaules et suis monté dans le camion. Le trajet a été plus long que je ne l'imaginais. La route devenait de plus en plus sinueuse, les garde-fous disparaissant dans des trous brisés. Le brouillard rampait hors des arbres et s'enroulait autour des phares, épais et lent comme de la fumée qui ne trouvait pas de sortie. On n'a croisé aucune autre voiture. À un moment, le GPS de Tyler a lâché, mais il a continué à conduire comme s'il était déjà venu ici. Il a dit que l'endroit s'appelait autrefois le sanatorium de Briey-Hollow. Le nom ne me disait rien, mais Léa a dit que sa grand-mère en avait parlé une fois, quelque chose à propos de coups de foudre et de patients qui refusaient de partir. On a ri, mais ça nous est sorti plus silencieusement qu'on ne l'aurait voulu, et après ça, plus personne n'a dit un mot. Quand la route a finalement pris fin, on s'est garé devant une grille en fer rouillé, presque avalée par les lianes. Le métal était strié d'orange, mais on pouvait encore distinguer le mot comté gravé sur la barre transversale. On s'est faufilé en dessous et on a suivi un sentier étroit bordé de murs de pierre brisés. Quelque part devant, de l'eau coulait, lente et creuse, comme un vieux tuyau toujours en fonctionnement sous terre. La lune était assez brillante pour dessiner la silhouette du bâtiment principal quand on l'a enfin vu. Il était haut, au moins 3 étages, peut-être plus. Le toit s'était effondré au centre. Ses fenêtres étaient noires et vides, et le porche s'affaissait comme s'il était fatigué de tenir debout. Tyler est monté le premier sur les marches. La porte d'entrée pendait sur une seule charnière et a produit un grincement sec quand il l'a poussée. À l'intérieur, la lumière de nos téléphones a balayé un papier peint qui se décollait, des meubles brisés, une poussière assez épaisse pour étouffer tous les sons. On avait l'impression que l'air lui-même était rance, intact depuis des décennies. Un léger courant d'air a frôlé mon visage, bien que l'air extérieur ait été immobile. Léa a dit qu'elle entendait des gouttes. Quand on s'est arrêté pour écouter, il n'y avait plus rien. On s'est séparés pour explorer. Tyler est parti à gauche vers ce qui avait peut-être été la cuisine. Léa et moi avons pris l'aile droite où des rangées de chambres de patients bordaient un couloir étroit. Chaque porte était ouverte, sauf une, tout au bout. Celle-là était fermée, enchaînée solidement de l'extérieur, comme si quelque chose à l'intérieur devait y rester. Les murs autour étaient plus sombres. La peinture cloquait, comme si elle avait brûlé une fois et n'avait jamais été réparée. Léa a tiré sur la chaîne. Bien sûr qu'elle l'a fait. Et je lui ai dit d'arrêter. Elle a roulé des yeux mais s'est figée quand ses doigts ont effleuré le métal. Elle a dit qu'il était plus froid que la glace. Je n'ai pas vérifié par moi-même. On a juste reculé. Tyler nous a retrouvés dans le hall principal. Il a dit qu'il avait trouvé un escalier qui montait. Le bois avait l'air pourri, mais d'une manière ou d'une autre, il a tenu notre poids. Chaque marche craquait comme si elle voulait nous avertir. Au 2e étage, un long couloir s'étendait dans les deux sens, encombré de vieux brancards et de plateaux rouillés. Nos lumières ont accroché des armoires remplies de verres brisés et de poussière qui scintillaient comme du givre quand on bougeait. Il y avait une odeur douceâtre, comme des fruits pourris mélangés à du métal. À mi-chemin du couloir, on a trouvé une porte étiquetée HYD. À l'intérieur, il y avait une seule baignoire en métal boulonnée au sol. Des chaînes pendaient des crochets au-dessus, et les murs étaient tapissés de tuyaux qui menaient nulle part. L'un d'eux goûtait encore dans la baignoire. L'eau scintillait faiblement, reflétant nos lumières même quand on les détournait. Tyler s'est penché et a soudainement reculé. Il a dit que le reflet n'était pas bon, que son propre visage ne clignait pas des yeux quand il le faisait. Je lui ai dit qu'il nous faisait marcher, mais mon estomac s'est alourdi. On n'est pas resté là longtemps. À l'autre bout du couloir, un autre escalier descendait. Tyler a dit qu'il devait mener à la cave, peut-être à une ancienne salle de traitement. Il avait l'air enthousiaste, mais sa voix était tendue. L'air est devenu plus froid à mesure qu'on descendait, assez humide pour que nos chaussures collent aux marches. En bas, on a trouvé un tunnel bordé de tuyaux et de portes scellées. Le son de l'eau qui goûtait résonnait de quelque part loin devant. On a marché en file indienne, nos lumières accrochant ce qui ressemblait à des empreintes de mains étalées sur les murs, certaines trop hautes pour être atteintes. Une porte était entr'ouverte, ses charnières tordues. On l'a poussée plus large et on a trouvé une pièce circulaire au-delà.
Le sol était en béton lisse, sauf pour des taches sombres au centre. Une seule chaise en métal était boulonnée au sol, des sangles en cuir pendant mollement. Au-dessus, une chaîne rouillée. Sur le mur du fond, quelqu'un avait écrit une date à la craie blanche, 12 octobre, et un ensemble d'initiales que je n'ai pas pu déchiffrer. La craie était vive, fraîche, comme si elle venait d'être tracée. Léa a chuchoté qu'on devrait partir. Sa voix a résonné, mais ensuite on l'a entendue à nouveau. Les mêmes mots, la même voix venant du coin derrière la chaise. Il n'y avait personne là. Tyler a juré entre ses dents. On s'est retourné pour partir, mais la porte par laquelle on était entré avait disparu. À la place, il y en avait une autre, scellée, marquée électrique. J'ai essayé de me souvenir si on était passé devant avant, mais mon esprit semblait lent, comme si tout se repliait sur lui-même. Tyler a commencé à marcher plus vite, la lumière tremblant dans sa main. Léa a attrapé mon bras. Elle a dit que l'air avait un goût de métal. Elle avait raison. Chaque respiration piquait au fond de ma gorge. On a suivi le tunnel jusqu'à ce qu'il tourne brusquement. Une ampoule clignotait au-dessus. Elle bourdonnait faiblement, vivante, bien que l'endroit n'ait pas eu d'électricité depuis des décennies. La lumière a montré un ensemble d'empreintes de pas venant vers nous. Petites, nues, inégales. Elles se sont arrêtées juste sous l'ampoule, puis ont tourné sur le côté et ont disparu dans le mur. Léa a fait un son qui n'était pas tout à fait un cri, plutôt un gémissement étouffé. Je l'ai serré contre moi et j'ai dit à Tyler de trouver une sortie. Il a dit qu'il voyait un escalier devant, alors on a couru. Les escaliers avaient l'air secs et solides. On n'a pas pris le temps de réfléchir. En haut, on est sorti dans ce qui semblait être un bâtiment complètement différent. Les murs étaient en pierre lisse et propre. Le plafond était intact. À travers les fenêtres, une faible lueur d'étoiles scintillait. Pendant un moment, j'ai pensé qu'on avait peut-être tourné en rond. Ou peut-être que tout ce qu'il y avait en bas n'avait été qu'un tour de l'obscurité. Puis je l'ai senti. L'odeur d'antiseptique. Cette odeur chimique âcre que les hôpitaux utilisent pour masquer tout ce qu'il y a de pire en dessous. Un bourdonnement sourd venait de derrière l'une des portes. Tyler l'a poussé. À l'intérieur, la pièce brillait d'un bleu pâle provenant de machines qui n'auraient pas dû fonctionner. De longs fils bouclaient dans les murs. Au centre se trouvait une autre chaise, identique à celle d'en bas, sauf que celle-ci n'était pas vide. Quelque chose y était assis, affalé vers l'avant. Au début, j'ai cru que c'était un mannequin. Puis ça a respiré. Sa peau avait l'air grise, tendue trop finement, pas morte, juste fausse. Quand ça a levé la tête, j'ai vu ses yeux, du même bleu pâle que la lumière des machines. Et puis, d'une voix qui ne venait pas de sa bouche, ça a dit « Ne suivez pas les mauvais escaliers ». Léa a hurlé. Tyler m'a attrapé le bras, me tirant en arrière. On a couru à travers des couloirs qui se tordaient, tournaient, se réarrangeaient. Les portes disparaissaient là où elles avaient été des secondes plus tôt. C'était comme si le bâtiment se repliait sur lui-même pour nous garder à l'intérieur. À un moment, j'ai attrapé un reflet dans un miroir brisé. Nous en train de courir, les lumières clignotant, mais derrière nous dans ce reflet, quelque chose marchait calmement, régulièrement, et les lumières là-bas étaient encore bleues. Quand on a atteint la porte d'entrée, elle s'est ouverte toute seule. L'air froid m'a frappé le visage. On a couru jusqu'à ce que le camion soit en vue. Personne n'a parlé sur le chemin du retour. Le silence était plus fort que tout le reste. Quand on est revenu au dîner, on est juste resté assis sur le parking à fixer les montagnes. Léa tremblait. Elle n'arrêtait pas de dire que son reflet avait souri alors qu'elle ne l'avait pas fait. Les mains de Tyler étaient verrouillées sur le volant. Moi, je regardais la ligne de crête, attendant qu'elle bouge. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une traînée blanche de craie sur mon poignet, pâle mais en forme de lettre. Ça s'est lavé, mais la peau est restée pâle. Au travail, je suis sorti derrière pour une cigarette et j'ai vu la même date, 12 octobre, écrite à la craie sur la poubelle. Des traits frais, une écriture parfaite. Personne d'autre ne l'a remarqué. Quand j'ai regardé en bas, le sol sous mes chaussures était humide, bien qu'il n'ait pas plu depuis des jours. Et dans la vitre du dîner, juste une seconde, j'ai vu les arbres derrière moi se pencher vers le bâtiment comme s'ils écoutaient. Cette nuit-là, je n'ai pas attendu Tyler ou Léa. Je suis rentré directement chez moi, j'ai verrouillé toutes les portes et j'ai recouvert les miroirs. Histoire 6.
À l'époque, mon travail était simple sur le papier, surveiller, rester éveillé, m'assurer que personne ne se tue ou ne vole du cuivre dans une ancienne centrale hydroélectrique abandonnée. Je travaillais comme agent de sécurité dans une station désaffectée, enfouie au profond des contreforts des Appalaches, à environ 1 heure de route de la ville la plus proche qui avait encore des tours de téléphone en état de marche. Ce n'était pas glamour, mais ça payait régulièrement et personne ne me dérangeait là-bas. Le comté avait engagé une petite entreprise de sécurité pour garder l'endroit après que quelques récupérateurs locaux aient commencé à couper les clôtures et à emporter tout ce qu'ils pouvaient transporter, vieux transformateurs, câbles lourds, outils rouillés, des trucs qui ne semblaient pas valoir grand-chose jusqu'à ce que vous réalisiez la quantité de cuivre qu'ils contenaient. Mon service durait 12 heures, de 18h à 6h du matin. Le genre d'horaire qui brouille votre notion du temps si vous n'êtes pas prudent. Là-bas, une fois le soleil couché, il est resté couché. La centrale était nichée dans un creux étroit, entouré de pins et de broussailles. Le barrage n'était plus qu'un tronçon de béton fissuré, glissant de mousse et couvert de graffitis que personne ne prendrait jamais la peine de nettoyer. La rivière qui l'alimentait autrefois s'était réduite à un filet brun et lent. Il y avait une grille en chêne au niveau de la route, un chemin de gravier qui serpentait en descente, et la petite remorque où je pointais, mangeais mes sandwichs et regardais un banc de vieux moniteurs de sécurité clignoter toute la nuit. La remorque sentait le moisi et le vieux café. Les moniteurs bourdonnaient doucement, montrant des images saccadées en noir et blanc de la cour, de la grille et du vieux bâtiment de contrôle. Leurs horodatage étaient figés dans une autre décennie. Je m'étais habitué à les voir buguer. L'image sautait, se déformait ou coupait sur des parasites pendant des minutes. Mais d'une certaine manière, c'était une forme de compagnie. Quelque chose à regarder quand les bois devenaient trop silencieux. Octobre signifiait toujours plus d'intrus, des chasseurs traquant le cerf trop près de la propriété, des ados en quête de défis, des gens qui fouillaient pour récupérer de la ferraille avant que l'hiver ne ferme tout. Mais ce jeudi 13, je m'en souviens trop clairement, avait une lourdeur différente. Pas de la superstition, juste une sensation dans l'air que quelque chose n'allait pas. Vers 21h, le brouillard s'était roulé en une épaisseur telle que le monde semblait s'être rétréci à la taille de la cour. Je pouvais à peine voir mes propres phares depuis la fenêtre de la remorque. Même le son de la rivière avait disparu, étouffé sous le brouillard comme si le monde avait été recouvert d'une couverture. Vers 22h, j'ai fait ma première ronde. J'ai marché le long de la clôture, vérifié les cadenas, passé devant l'ancienne salle des turbines et fait le tour jusqu'à la grille. Tout était pareil. Chaîne tendue, cadenas froid, la même odeur métallique de rouille humide. Quand je suis rentré, les caméras clignotaient toujours. 3 flux montraient la cour vide. Le 4e, celui dirigé vers la grille, m'a retourné l'estomac. La grille était grande ouverte. Le cadenas pendait à la chaîne, oscillant lentement. Je venais de la vérifier. Je savais qu'elle était verrouillée. J'ai attrapé ma lampe torche et suis sorti dans le brouillard. Le faisceau s'est dispersé inutilement dans la brume, devenant blanc, rendant la visibilité encore plus difficile. Mes bottes écrasaient le gravier humide. Quand j'ai atteint la grille, tout avait l'air normal. La chaîne était tendue. Le cadenas était toujours fermé, froid et solide dans ma main. Je suis resté là une longue minute, à fixer, essayant de me convaincre que j'avais imaginé l'image sur l'écran. Puis j'ai remarqué les empreintes de pas, en file indienne, s'éloignant de la grille vers le fossé de drainage. Des impressions profondes, trop définies pour être anciennes, le genre d'empreintes que vous verriez si quelqu'un était passé quelques secondes plus tôt. Je les ai suivies. Elles ont fait peut-être 6 ou 7 mètres, puis se sont arrêtées net juste avant le fossé. Pas de demi-tour, pas de continuation. Juste arrêtées, comme si celui qui les avait faites avait disparu en plein pas. Ma radio a grésillé à ma hanche. Victor. Juste mon nom. Rien d'autre. Pas de parasite avant ou après. Pas de bruit de fond. Aucune voix que je reconnaissais. Je me suis figé. Ça sonnait plat, trop net, comme si quelqu'un avait enregistré ma propre voix disant mon nom et l'avait diffusée à travers le haut-parleur. J'ai appuyé sur le micro et j'ai dit « Ouais, qui est à l'appareil ?» Silence. Puis juste le bourdonnement de l'air libre. De retour dans la remorque, j'ai rembobiné la cassette de la caméra. Des lignes de parasites coupant l'écran. Mais juste au moment où j'étais sorti, quelque chose a clignoté en bas du cadre. Une silhouette pâle, grise contre l'obscurité. Elle s'est déplacée du bord de la grille vers le bâtiment de contrôle. Pas de lampe torche, pas de reflet,
juste une figure marchant lentement et régulièrement à travers la cour. La caméra suivante l'a capturée pendant 2 secondes alors qu'elle passait devant la baie de chargement. Même taille que moi, même allure. J'ai repris la lampe torche et me suis dirigé vers la cour. Le brouillard s'était éclairci et la silhouette du vieux bâtiment de contrôle se détachait net contre l'obscurité. La chaîne sur les doubles portes était tendue. Le cadenas était tordu, comme s'il avait été frappé avec un marteau. Une porte pendait légèrement ouverte. « Sécurité !» ai-je crié. « Si vous êtes là-dedans, sortez. » Rien, juste un écho faible. J'ai poussé la porte et suis entré. Le faisceau de ma lampe a traversé la poussière et a accroché des reflets de métal rouillé. L'air était glacé et sentait faiblement le plastique brûlé. Le centre du sol m'a glacé. Quelqu'un avait disposé un cercle parfait de pierres noires. À l'intérieur se trouvait un amas fondu de fils de cuivre soudés en une forme solide. Ça avait l'air récent. Quand je me suis accroupi pour regarder de plus près, c'était encore tiède. L'odeur me rappelait celle de l'isolation qui brûle sur un fil. La radio à ma hanche a sifflé. Victor. Cette fois, plus lentement, étirée. Et cette fois, c'était ma voix. Pas juste similaire. Mon ton exact, la même intonation, la même inflexion. Je suis juste resté là à fixer la radio, attendant que ça ait un sens. Puis, de quelque part au fond du bâtiment, j'ai entendu des pas, mesurés, réguliers, au même rythme que j'avais en marchant. J'ai dirigé ma lampe vers le couloir. Il y avait un homme debout là-bas. Il portait mon uniforme, ma veste, mes bottes. La même plaque d'identité accrochée à sa poitrine. Sa tête s'est inclinée sur le côté jusqu'à ce que son menton touche presque son épaule. Ça avait l'air faux, comme si les muscles ne tenaient pas correctement. Il n'a pas parlé, a juste commencé à marcher vers moi. Chaque pas qu'il faisait rendait le grésillement de la radio plus fort. Le son n'était plus juste des parasites. Ça avait un rythme, comme une respiration à travers des fils. Plus il s'approchait, plus l'air semblait lourd, appuyant contre mes dents comme un changement de pression. J'ai reculé d'un pas, puis d'un autre. Il a continué à avancer. J'ai lâché la lampe torche. Le faisceau a tourné sur le sol, accrochant son ombre juste avant qu'elle ne disparaisse. J'ai couru. Le couloir s'étirait comme un mauvais rêve. Chaque porte semblait identique. Chaque tournant me ramenait là où j'avais commencé. Ma respiration résonnait dans mes oreilles. J'ai heurté la porte assez fort pour qu'elle s'ouvre violemment, je suis tombé dans l'air froid et je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que j'atteigne le camion. La radio a sifflé à nouveau. Puis, à travers les parasites, ma voix a chuchoté, la grille est ouverte. Je me suis retourné vers la cour. La grille était grande ouverte. La chaîne pendait toujours au poteau, intacte. Je l'ai laissée comme ça. J'ai conduit en descente, le brouillard s'écartant en vagues autour des phares, et je n'ai pas ralenti jusqu'à ce que j'aperçoive le premier clignotement des barres de réseau. Je n'ai jamais regardé en arrière.